à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Sophie Boissard, je me permets de vous présenter. Vous avez occupé différents postes dans la sphère publique dans votre carrière. Vous avez été notamment au Conseil d'État, au ministère du Travail et des Affaires sociales, au ministère de l'Économie et des Finances. Vous avez rejoint ensuite le groupe SNCF, vous avez été membre du comité exécutif. Et depuis le mois de janvier 2016, vous êtes la directrice générale du groupe Korian, qui est un acteur européen du bien vieillir et de la silver economy, et qui a été notamment récompensé pour sa politique paritaire à de nombreuses reprises, on peut le dire, et dans le palmarès de la féminisation des instances dirigeantes des 120 premières entreprises françaises. Et donc nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Nous accueillons également alors Stéphanie Sédou. Merci Stéphanie d'être parmi nous aujourd'hui. Donc vous êtes chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes aussi adjointe du directeur général de la cohésion sociale depuis août 2014. Et le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'administration qui est en charge de la mise en œuvre des politiques publiques et des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et votre parcours et vos responsabilités actuelles font de vous une observatrice privilégiée, d'abord du monde économique et des entreprises, puisque vous avez ce rôle d'observation, mais pas seulement, puisque vous êtes aussi la promotrice des politiques d'égalité au sein des services de l'État. Donc merci d'être avec nous, ce sera très intéressant d'avoir votre regard sur tout ça. Et puis merci Harry Bareman d'être avec nous. On voulait absolument avoir effectivement une jeune femme qui nous explique aussi dans le monde de l'économie numérique comment ça se passait. Avant 2008, vous nous avez dit que vous ne connaissiez rien au digital, encore moins au secteur des transports, et que vous étiez alors professeur d'anglais. Et vous avez fait un constat absurde à l'époque, c'est que effectivement, pour louer une camionnette ou un service de déménagement pour un seul canapé, ça coûtait très très cher, alors qu'il y avait une bonne partie des compagnies de transport qui repartaient à vide et donc pouvaient en tout cas être prises comme en tout cas des entreprises qui pouvaient rendre service aux particuliers, c'est ça ? Vous allez nous expliquer ce pari fou. Donc, vous avez lancé un site qui s'appelle FretB, qui aujourd'hui rapproche 8000 acteurs du déménagement et des transports, 500 000 utilisateurs, une trentaine de salariés, 5 millions de chiffres d'affaires. Et vous avez récemment récidivé en lançant une deuxième entreprise qui s'appelle MyBoxman. Donc, vous allez nous raconter tout ça. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Pour commencer cette discussion, moi, j'avais quand même envie de vous poser cette question sur vos convictions en tant que patron, puisque Michel Landel, vous nous expliquez qu'il faut absolument être engagé en tant que patron sur ça. Mais quel a été pour vous le déclic ? Comment vous, en tant qu'homme, vous vous êtes dit, en tant que patron, je dois travailler sur ce sujet-là, indépendamment de ce business case qui aujourd'hui est un business case de champion dans le monde des organisations et des entreprises ? C'est à moi que vous posez la question ? Absolument. En premier. Bah, écoutez, je vous ai dit que j'avais une femme qui m'a beaucoup aidé. Ça va pas terrible. Le micro. Allô ? Ça résonne ? Ouais. Il marche mieux celui-là ? Oui, voilà. Oui, je suis désolé. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai une femme qui m'a beaucoup aidé à prendre conscience, qui m'a challengé en permanence et qui continue à me challenger. Donc ça a été pour moi toujours, depuis que je la connais, ça fait plus de 40 ans. Je crois que j'ai aussi reçu une éducation. J'ai eu la chance, comme beaucoup de gens d'avoir une enfance où j'ai été aimé. Et je pense que l'amour, c'est important. Voilà. Surtout quand on est un enfant. Et puis j'ai aussi été aux États-Unis, où à l'époque, c'était un sujet important ça m'a ouvert l'esprit sur ce sujet-là. Et ensuite, parce qu'on est une entreprise, si vous voulez, de femmes et d'hommes, et que on est la représentation de la société, parce que je vous dis tout à l'heure, on est dans 80 pays, on sert 75 millions de personnes. Je crois qu'il faut, quand on est dans ces métiers de service, bien comprendre son client et son consommateur. Donc tous ces sujets-là m'ont amené à me passionner pour ce sujet. J'ai aussi eu une énorme chance, quand j'étais aux États-Unis, de recruter une personne
quand je me suis dit que j'allais recruter un dirigeant sur ce sujet, j'ai recruté une dirigeante qui est toujours Chief Diversity Officer de Sodexo, qui me rapporte directement et qui nous a beaucoup aidés. C'est une femme extraordinaire et elle était convaincue, donc elle a continué à nous convaincre. Donc c'est toutes ces choses-là qui m'ont permis de me convaincre. Merci beaucoup. Sophie Boissard, vous êtes une femme à la tête d'un groupe exemplaire, le groupe Corian. C'est un métier féminin, on pourrait dire, le care ou pas. Et quelle importance pour vous revêt justement ce sujet de la mixité dans une entreprise comme la vôtre? Alors d'abord, merci beaucoup de m'inviter. C'est la première fois pour ma part que je participe à cette rencontre Jump. Je viens en voisine, puisque le siège du groupe Corian est situé dans ces locaux, voilà, et en voisine, et par ailleurs avec un partenaire sponsor de Jump, Sodexo, avec lequel Corian travaille de manière très, très étroite sur la restauration de nos maisons. Alors, j'aurais envie, moi, d'apporter un témoignage. Vous dites que Corian est une entreprise exemplaire. J'aurais envie de dire exemplaire de quoi? Qu'est-ce que vous appelez une entreprise exemplaire en termes de diversité? J'étais très intéressée par la présentation que vous avez faite à partir du groupe de réflexion des cas d'entreprise. Et en vous écoutant, et en écoutant aussi Michel Landel sur le fait de passer une taille critique, je me dis que pour discuter diversité dans les entreprises et féminisation, parce qu'en fait, on parle diversité, mais vous avez tous et toutes, parce que vous êtes très toutes ici dans cette salle, hein, vous avez tout en tête ici la féminisation. Eh bien, Corian, nous, on est déjà ailleurs et on est confronté à un autre sujet qui est, à mon avis, le vrai sujet de la diversité. Corian, c'est 88% de salariés femmes. Ce qui renvoie à autre chose, qui est certainement que dans l'imaginaire collectif, le soin, parce que nous sommes une entreprise de soins et d'accompagnement aux personnes dépendantes, personnes âgées, très âgées ou aux personnes souffrant de maladies chroniques, le soin, c'est un métier de femme. Ça, c'est un premier sujet pour moi, qui est de me dire, la vraie difficulté de nos sociétés, c'est finalement les stéréotypes. Alors, partons de ce constat, qui est que nous sommes l'entreprise leader au plan européen dans les métiers du soin. Eh bien, nous avons des collaborateurs qui sont majoritairement, très, très majoritairement, dans les 47 000 collaborateurs, des collaboratrices. Là où j'admets volontiers, et je suis fière que l'entreprise soit exemplaire, c'est quand on regarde ensuite comment ces 88% de femmes, on les retrouve ensuite dans les différentes composantes de l'entreprise. Et effectivement, les cadres, c'est 65% de femmes. Et d'ailleurs, il y a ici, je suis contente de les saluer, des directrices d'établissement, des directrices de département. On n'a pas de problème aujourd'hui de féminiser l'encadrement. C'est naturel, ça se fait. Et je dirais, je me tourne vers la DRH de la France, Monique Roland, qui est engagée, qui connaît Jump depuis longtemps. C'est pas notre problématique principale que de nous dire comment on féminise. Et puis quand on prend le top 100 de l'entreprise, c'est 50%. Égalité parfaite, 50% de femmes, 50% d'hommes. Alors effectivement, on est exemplaire par rapport au reste du marché. C'est comme ça qu'on a reçu le prix de la mixité de l'indice Timmerman du nom de la loi de Marie-Jo Timmerman qui a été remis pour la première fois l'année dernière. Donc on est effectivement exemplaire parmi les entreprises du SBF 120, exemplaire parmi les entreprises de santé, et j'en suis très fière. Mais mon combat maintenant, c'est de me dire comment est-ce que j'arrive finalement à trouver le bon équilibre et à conserver ce bon équilibre dans la durée pour qu'on ne soit pas, à l'inverse, une entreprise que de femmes, parce que les femmes, parce que le soin, ce serait bon pour les femmes et que ce ne serait pas un métier d'homme. Ça, c'est un premier combat, parce que nous servons des femmes et des hommes, des familles qui sont le reflet de la société comme Sodexo et qui, par construction, sont mixtes. Et puis, le deuxième combat, et là, on n'est pas mauvais, mais on peut encore faire mieux, c'est qu'il n'y ait pas des réserves d'Indiens à l'intérieur de l'entreprise. Autrement dit, les soignants, c'est des femmes. Les agents de service, c'est des femmes. Mais en revanche, les métiers techniques ou les métiers de la finance, c'est des hommes. Ce n'est pas le cas complètement, mais c'est un peu le cas quand même, encore un peu. Donc ça, c'est vraiment maintenant le sujet, notre prochaine étape, qui est de dire comment est-ce que finalement
nous qui sommes une entreprise qui avons choisi des valeurs de bienveillance, avec vraiment de transparence, de responsabilité d'initiative, des valeurs inclusives, parce que nous sommes un métier d'inclusion et de lien, eh bien comment est-ce que nous sommes représentatifs dans l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, de la société, des clients que nous servons. C'est ça pour moi le combat. Mais j'admets volontiers, pour avoir vécu dans d'autres univers, notamment dans un univers beaucoup plus industriel dans mes 10 années de vie professionnelle passée, au sein du groupe SNCF, qui là est un univers de techniciens et d'ingénieurs, fondamentalement. Et là, le combat de la féminisation, il mérite d'être porté. Et d'ailleurs, SNCF a un des premiers réseaux de femmes, et ce réseau, en quelques années, a fait faire des bonds extraordinaires, à la fois en termes de féminisation des métiers de cadre, et de capacité des femmes à oser, à se dire bah ouais, je peux diriger une usine de 1000 ouvriers techniciens et je suis légitime à entretenir une flotte de TGV, par exemple. Et puis ça a fait aussi faire des progrès extraordinaires en termes d'évolution de la culture de l'entreprise. Donc voilà, je pense que le discours, il faut l'adapter aux différentes réalités du monde du travail et que c'est peut-être une phase de maturité que d'être capable de se dire que c'est pas un combat générique, mais que c'est globalement un équilibre social à trouver et à adapter dans les différents univers professionnels. Merci beaucoup, Sophie. Alors, Ariba, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a décidé, vous, d'entreprendre dans un milieu hyper masculin, parce que c'est, voilà, pour le coup, parce que le transport et le fret, c'est quand même pas un métier dit féminin. Donc là encore, on est dans les stéréotypes. Et puis, autre stéréotype, vous êtes dans le numérique, le digital, et là encore, c'est toute une économie de progrès qui est en train de se construire aujourd'hui, sans les femmes, puisqu'elles sont très très peu, en tout cas, se tourner vers des études dans ce milieu-là. Et donc, qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau, dans votre économie et votre entreprise ? Alors, comme vous l'avez dit, moi j'ai créé en partant d'un constat. Donc je suis enseignante en anglais d'éducation nationale, enfin j'étais. Je parle de ça en 2006-2007. Donc imaginez le digital, le numérique à cette époque-là. On était en pleine crise, c'était le boom en même temps des sites B2C et C2C. Donc moi j'arrive et je dis je vais digitaliser le monde du transport et du déménagement. Et désormais, les entreprises de déménagement vont se connecter à Internet. Il n'y a plus de visites à domicile pour faire les devis. Et on n'a plus besoin d'avoir des commerciaux sur place. Tout va être sur le numérique. Et d'autre côté, le particulier va arriver, va déposer sa demande. On développe un outil où on va pouvoir faire son calcul de cubage. Tout est fait sur Internet. Et le tour est joué. Je facilitais pour moi la chose. Sauf que quand je suis arrivée avec cette idée-là et j'ai voulu démarcher les entreprises de transport et de déménagement pour connaître leur métier, alors je ne vous dis pas 9 ans en arrière où je faisais hyper jeune, on me prenait plus pour une petite étudiante, où on me disait, les entreprises qui me disaient, les patrons, les déménageurs me disaient « Non mais attendez, vous êtes bien sympa, bien mignonne, moi j'ai bien envie de vous avoir en tant qu'assistante. » Voilà. Je rigolais beaucoup, moi, à l'époque. Voilà ce qu'on me disait. Ou on me disait, mais vous avez vu vos petits bras, mais qu'est-ce que vous allez porter un carton ? Voilà. Donc, en fait, c'est pour vous dire que ça n'a pas du tout été facile, que j'ai essuyé beaucoup plus de blagues machistes que je vais en mentionner aujourd'hui. Et qu'il n'était pas du tout prêt à se dire que j'ai envie de parler tout de suite de mon métier et que je vais avoir une femme face à moi, ils m'ont appelé une petite minette, qui vont venir changer leur métier. Voilà, donc quand vous parlez de changement de langage pour les dirigeants, je pense que c'est vraiment à tous les niveaux qu'il faut travailler ça. Donc, bon, ça a été un réel combat. On y arrive petit à petit. Maintenant, aujourd'hui, j'ai une autre problématique. Bon, j'ai 8000 entreprises qui sont partenaires de l'entreprise Fret Bay et qui viennent régulièrement maintenant piocher quand ils ont des manques à gagner et qu'ils ont besoin d'optimiser les places disponibles dans leur camion. Donc, j'ai envie de dire que ça va. En 9 ans, j'ai réussi à faire un peu près ce que je voulais. Maintenant, le problème, c'est dans mon entreprise. Je suis loin de la parité, puisqu'aujourd'hui, 70% de mon équipe est constituée d'hommes. Pourquoi ? Parce que je recrute des développeurs, je recrute des graphistes, tous les métiers techniques liés au numérique, liés au digital. Donc, c'est pas simple. Il faut savoir quand même qu'il y a environ
30% de femmes qui vont s'inscrire dans les écoles d'ingénieurs. Donc on ne va pas dire non plus qu'elles ne sont pas intéressées, elles ne sont pas motivées. Elles y vont. Sauf qu'à la fin, au milieu du cursus, on n'en retrouve plus que 10%. À peine. À peine. Pourquoi ? Et lorsqu'on va les interviewer ou on va leur parler, la réponse est en fait, finalement, ça me plaît, mais je n'ai pas ma place. Je ne suis pas à ma place. J'arrive pas à percer parce que je me suis rendu compte que c'est pour les hommes. Et c'est vrai, puisque dans mon entreprise, tous les CV que je reçois, ce sont que des CV de gars. Les gens, les développeurs que moi j'ai, je constate, pourtant je fais un combat, mais c'est pas toujours évident, ce qu'on appelle un peu des geeks, ils ont tendance à rester entre eux et ils vont pas s'ouvrir si facilement. Donc c'est pas simple. Le combat n'est pas uniquement du côté de la femme, mais le combat est aussi pour l'homme qui a besoin de s'ouvrir. Et Monsieur Michel Landel l'a très bien dit, c'est vraiment dans les deux sens qu'on a besoin de travailler. J'ai répondu à vos questions. Absolument, je pense que vous êtes un exemple vivant de ce qui se passe en fait dans cette société. Donc on est vraiment sur une transformation de culture. Alors Stéphanie Sédou, qu'est-ce qui se passe côté fonction publique, administration, et en tant que chef de service des droits des femmes et de l'égalité au sein de l'administration, quelle est votre vision un peu systémique de la situation en France en matière d'égalité femmes-hommes dans les organisations ? Alors, excusez-moi, juste avant de passer la parole, est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose, puisqu'on va parler de la fonction publique, et j'ai une expérience là-dessus. Alors, il y a 3 ans, j'ai été invitée par le président de la République, donc François Hollande, à déjeuner avec lui pour le jour des droits de la femme. Donc, ils ont sélectionné une dizaine de femmes en France, et moi, je faisais partie de ces 10 femmes. Merci. Sauf qu'à ce moment-là, lorsqu'on devait chacune témoigner un petit peu des difficultés qu'on avait rencontrées et comment on aimerait, nous, que ça change, que ça bouge, on a chacune témoigné. Et là, François Hollande s'est confié en disant mais en fait, je réalise que ce que vous dites là, c'est complètement vrai, parce que moi, quand je rentrais à la maison à l'époque de Ségolène Royal et qu'on était sur les mêmes fonctions, je m'affalais sur mon canapé parce que j'avais une longue journée et elle, je la voyais courir dans toute la maison et en train d'organiser le planning des enfants et l'accrocher sur le frigo. Voilà. Donc je pense que le changement n'est pas uniquement au niveau numérique. Voilà, merci. En tout cas, ça confirme bien que, également dans la sphère publique, l'exemple doit venir du plus haut et que la prise de conscience au plus haut niveau est vraiment importante. Donc, je vais reprendre un petit peu votre question. Donc, que peut faire quel est le rôle justement de l'action publique ? Il est absolument indispensable. Et je vais vous dire en quelques mots pourquoi, et c'est une vraie conviction que je porte, de ce que sur un sujet aussi important, sur un sujet de conduite de changement, puisque la situation n'est pas satisfaisante, on peut revenir sur les indicateurs et il faut qu'elle change, les leviers que sont ceux d'un État, un État fort et puissant, et on peut parfois considérer qu'il devrait être plus souple, mais comme nous l'avons en France, doivent être actionnés, peuvent être actionnés et sont actionnés. Mais à certaines conditions aussi, et j'en dirai un petit mot. Et j'aimerais conclure pour dire, en rebondissant sur ce que vous avez dit, qu'on a effectivement sur la place des femmes dans le numérique un exemple criant de point de levier sur lequel il faut qu'on avance et qu'on arrive à agir de manière plus efficace, plus déterminée. Alors, pourquoi l'État peut agir ? Parce qu'en France, nous sommes une démocratie, elle est structurée, la société évolue, conduit à des lois qui sont votées, qui doivent ensuite être appliquées. Et pour que ces mesures puissent rentrer dans la réalité des faits, évidemment, quoi de mieux que d'avoir une politique structurée qui se décline, et c'est très important, pour cette politique en particulier, de manière d'abord interministérielle, c'est-à-dire à travers toute l'action que conduit l'État et au-delà de l'État, les collectivités locales et les autres établissements publics. Ça, c'est la première chose. C'est l'approche qu'on appelle intégrée au mainstreaming et qui veut dire qu'on a ce regard et cette nécessité de vraiment insuffler dans toutes les politiques publiques une attention à l'impact en matière d'égalité entre femmes et hommes. Et puis, ça s'associe quand même à une
vision spécifique qui justifie le fait qu'on ait bien un service dédié qui veille un petit peu à ce que chacun mette les choses en exergue. Sinon, il suffirait de dire, bon, ben voilà, on fait les choses de manière favorable à l'égalité femmes-hommes, et puis ce serait peut-être considéré comme suffisant. C'est utile d'avoir ce rôle d'aiguillon qui est bien incarné par la Direction générale de la cohésion sociale, dans lequel est situé le service des droits des femmes. Donc ça, c'est l'approche interministérielle. Et puis surtout, il faut que ça percole au niveau des territoires. Et là encore, utilisons la force que nous avons en France, qui est d'avoir un État certes centralisé, mais qui dispose de déclinaisons territoriales sous l'autorité des préfets, et qui permet de s'assurer que ce qui est décidé au niveau central est ensuite appliqué au sein des territoires. Donc ça, c'est pour rappel. Un petit rappel aussi pour dire que c'est utile aussi d'avoir des lois. Effectivement, c'est indispensable de se remettre tous d'accord, et j'ai trouvé absolument précieux le point que vous avez fait, Madame, pour dire que, bien sûr, on le sait, l'intervention du dirigeant, toutes ces choses-là sont connues, mais avoir un regard qui valide ça à l'épreuve des pratiques, on peut s'imaginer qu'on va dans la bonne direction, le percevoir, en avoir l'intuition, mais en avoir la certitude, ça c'est très fort. Et ça, c'est très utile. Donc, pour dire que, voilà, bien sûr, les pratiques sont celles, et elles sont à l'initiative des uns et des autres, mais avant les pratiques, on a quand même eu des lois. Et je rappelle en la matière, les fameuses lois qui ont ouvert d'abord la possibilité des quotas, puis qui les ont instaurés. Tout le monde était contre. Moi, j'étais contre. Il n'y a pas une femme qui à l'époque, n'était pas en doute par rapport à cette mesure. Et aujourd'hui, 15 ans, et ça, c'est pas qu'en France, c'est à l'échelle également internationale, 15 ans après, on s'aperçoit que ce levier fonctionne. On est tous d'accord pour se dire c'est bien dommage qu'on doive en arriver par ce type de contraintes, mais la réalité, c'est que ça, c'est un levier qui fonctionne et qui fait ses preuves, on peut y revenir. Voilà, donc la loi et puis son application. Donc ça, c'est ce que peut faire l'État, enfin les leviers de l'action publique, et le fait que c'est utile d'avoir insufflé dans toutes ces composantes et dans tous ces leviers une dynamique suivie. Ça, c'est le travail dont vous parliez, monsieur, qui est que, évidemment, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait quoi faire. La deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup de travail. Il faut en permanence avoir des process, avoir je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais enfin, tout ça fait l'objet de procédures qu'on impose aux ministères, sur lesquelles ils doivent rendre compte, et sans lesquelles, évidemment, on ne saurait pas progresser, mesurer, donner des cibles et s'assurer qu'on les atteint. Et alors les conditions pour que tout ça fonctionne, c'est qu'évidemment on ne se contente pas d'un rôle d'administration classique, mais que sur un sujet pareil, j'ai dit que c'était de la conduite du changement, on soit vraiment, et vous disiez observation et promotion, ça c'est le rôle d'un service comme celui des droits des femmes, c'est en fait quelque part aussi, c'est un petit peu les fonctions d'une plateforme. Et nous aimons beaucoup travailler en lien avec les partenaires, donc j'en reconnais un certain nombre dans la salle. Il y a vraiment une dimension d'incitation, de bonnes pratiques, de brainstorming conjoint qui est indispensable pour avancer, puisque nous sommes dans ce forum Jump extrêmement dynamique, comme son nom le promet. On est plutôt ici sur le thème de l'égalité professionnelle. Je rappelle quand même qu'on suit toutes les autres composantes des droits des femmes, c'est-à-dire l'accès aux droits sexuels et reproductifs, la lutte contre les violences, et puis plus largement la lutte contre les stéréotypes, la promotion de la culture de l'égalité. Mais pour revenir à l'égalité professionnelle, c'est évident que c'est très intéressant de s'appuyer sur des leviers plutôt incitatifs, des leviers d'une démarche gagnant-gagnant, où les acteurs sont intéressés à avancer et que on va plutôt dans le sens de ce type de motivation. Par exemple, les démarches de label, dans lesquelles beaucoup de grandes entreprises sont engagées, qui sont très porteuses, le simple partage des bonnes pratiques qui est extrêmement qualitatif, et on essaye de le faire d'une façon qui permette de vraiment dégager à chaque fois la plus grande valeur ajoutée. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire sur le rôle que peut avoir l'État. Dernier mot peut-être, mais je vais y revenir. Pour que ça fonctionne et que ce soit évidemment efficace, il faut que l'État devienne exemplaire et se mettre en situation aussi, et en l'occurrence, il a plutôt suivi les progrès faits par le secteur privé. Il est en train de rattraper, bien heureusement, mais enfin, il faut bien sûr qu'il soit lui-même au même standard que ceux qu'il prône, par exemple, à travers le label égalité. Alors, tout à fait exact. Et puis, on parle souvent de la loi Copé-Zimmermann, mais il y a effectivement la loi Sauvadet qui impose effectivement un quota aussi dans la nomination, notamment des postes de hauts fonctionnaires de l'État. Alors, moi, j'ai toujours cette question de dire, mais pourquoi, dans une loi, on dit 40% ?
puisqu'on est 50%. Donc peut-être que c'est une suggestion. 51%, mais déjà, voilà. Et donc peut-être pour aller plus loin, ce serait qu'effectivement, les lois prévoient d'aller à 50% et non pas à 40%. Ce serait une très belle étape. Michel Landel, quand vous avez collaboré, vous le disiez tout à l'heure avec Marie-Christine, sur le thème de la transformation de la culture d'entreprise, est-ce que vous avez noté, finalement, dans ces 10 dernières années, une évolution de culture et comment vous l'avez vu que ça commençait à basculer un peu chez Sodexo sur le sujet, enfin un peu beaucoup peut-être, même sur le sujet de l'égalité professionnelle et sur le fait que votre entreprise et vos managers commençaient à prendre et à comprendre la nécessité, en tout cas, d'adresser ce sujet. Oui, moi je crois, si vous voulez, que ça me paraît, enfin, l'élément qui me paraît le plus important quand on s'engage dans ce genre de parcours, c'est l'éducation. C'est-à-dire que chacun de nous, on a besoin de comprendre la diversité. Ça veut dire quoi la diversité ? Ça veut dire quoi être une femme ? Ça veut dire quoi être un homme ? Ça veut dire quoi les stéréotypes ? Et je crois que cet effort de remise en cause personnelle, c'est pas facile. C'est jamais facile. Et personnellement, je pense qu'il est capital. Parce que le changement culturel, il ne se fera pas comme ça de façon magique. Il se fera parce que les gens prendront conscience de l'importance de la différence. Et donc, on a beaucoup investi sur la formation, sur les échanges, sur les participations à des organisations comme Jump. Tout cela est extrêmement important. Et puis après, si vous voulez, je crois que vous le disiez tout à l'heure, enfin, on sait très bien que dans une organisation, ce qui se mesure se fait. Donc c'est vraiment de rendre ce sujet visible, de se fixer des objectifs, de les mesurer, de mettre des objectifs personnels aux personnes, parce que c'est comme ça que ça avance. Moi, je suis convaincu qu'il faut les quotas, pour moi, je trouve que c'est une bonne chose, même si on les appelle les quotas, peut-être qu'on n'a qu'à trouver un autre nom, mais c'est capital. Et du reste, on le voit en France, on le voit dans les pays nordiques, on voit aussi le contre-exemple aux États-Unis où il n'y en a pas, et regardez, la participation dans les conseils d'administration, elle est inférieure de celle d'en France. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et au moment où on commence à avoir cette espèce quand il y a plus de gens qui sont convaincus que moins, on commence à voir cet effet de bascule. Et je pense que pouvoir dire que chez Sodexo, on est à peu près là. Voilà, on est à ce moment où ça commence un peu à basculer. Donc vous avez décidé cette année, d'ailleurs, de lier les bonus avec des objectifs sur le sujet de l'égalité professionnelle. On l'avait par pays, et tout le monde ne l'avait pas mis en place. Là, je l'ai mis partout dans le groupe. Voilà. D'accord. Ça a été compliqué. Hein. Enfin, ça a été compliqué. Ça a été à la fin, bon, on le fait, point. Voilà. Sinon, ça n'a jamais fait. C'était donc il y a eu beaucoup de résistance. Beaucoup de résistance à ce point-là. Ouais. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Merci beaucoup. C'est un acte, c'est un acte fort, en tout cas, de lier la rémunération des dirigeants et des managers au sujet de l'égalité professionnelle. Peu d'entreprises, en tout cas, s'y sont frottées. Sophie Boissard, chez Korian, aujourd'hui, vous vous dites quel type d'action vous avez envie de mener sur l'égalité ? Parce que moi, je pense quand même que vous êtes rôle modèle en tant qu'entreprise, puisque vous avez quand même un ADN, j'allais dire, à la parité, et notamment dans les équipes dirigeantes et dans la façon dont vous managez vos équipes et vous faites cette promotion interne. Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que l'on peut faire. Premier des éléments, c'est effectivement, globalement, de faire chez nous, en tout cas, de la diversité au sens, effectivement, d'avoir finalement, de tendre vers les 50-50 aux différents niveaux de l'entreprise et dans ces différents univers. Je pense que c'est vraiment ça qui doit être notre ligne d'horizon. Alors, est-ce que c'est une ligne d'horizon à très court terme ? Non, je ne pense pas, parce qu'encore une fois, des cultures d'entreprise et puis les situations du marché du travail, on ne les change pas.
va prendre, je pense, encore une décennie, mais ça va venir parce qu'en fait, les métiers des services à la personne, les métiers des soins sont en train de se transformer à grand... D'abord, ce sont des métiers en très forte croissance. Nous, notre activité croît de 5% par an et c'est le secteur, globalement, les besoins croissent très fortement et on voit de plus en plus, y compris dans des pays, on est présent en Allemagne, en France, en Italie, en Belgique, et notamment en Allemagne, qui est un pays d'industrie, les besoins de main-d'œuvre dans les services à la personne, c'est vraiment un enjeu très, très compliqué sur le marché du travail. Pendant très longtemps, ça a été des secteurs complètement délaissés. Et en fait, on voit aujourd'hui une bascule s'opérer au fur et à mesure que les métiers industriels, les usines 4.0, sont de plus en plus robotisés, des reconversions qui s'effectuent. Et ça va forcément rééquilibrer, d'une certaine manière, la représentation homme-femme et finalement l'origine des salariés. Donc ça, moi, j'ai le premier objectif qui est de dire comment est-ce qu'on fait en sorte vraiment de sortir de ces représentations ghetto, par type de métier, par type d'univers, et comment est-ce qu'on montre toute la richesse de nos métiers pour qu'ils attirent tout le monde. Et juste pour vous raconter une anecdote, en recevant le prix Timmerman il y a quelques mois, je l'ai reçu avec une entreprise du CAC 40, en l'occurrence L'Oréal, dont en réalité la problématique est même inverse. Aujourd'hui, dans certains pays, ils ne recrutent plus d'hommes. Parce que les hommes disent, moi, vendre des produits de beauté, c'est un truc de nana. Voilà. Donc, éventuellement, ils le trouvent au niveau, du CEO pays et de son codir, mais en dessous, on tombe à des niveaux qui sont extra. Et c'est un problème. C'est un problème pour la performance de l'entreprise, exactement dans ce sens-là aussi. Donc, je pense que tout déséquilibre, en réalité, et tout environnement cloné, est un environnement qui est moins riche, qui est moins capable d'innover, qui est moins capable d'avancer. Et donc, c'est en réalité cet équilibre-là qu'il nous faut rechercher. Ça, c'est un premier objectif. Le deuxième, alors je ne sais pas si ça nous conduira aujourd'hui à avoir une action vigoureuse de promotion des hommes, mais je ne l'exclus pas du tout. Et en tout cas, c'est clairement aujourd'hui quelque chose que l'on peut considérer, notamment dans les métiers de soignants. Ensuite, pour moi, le vrai sujet, il demeure, et ça, il est vraiment quand même très féminin, celui de l'ascension, de la promotion et de l'ascension sociale. Korian, c'est une entreprise, très profondément, une entreprise qui en fait, est une entreprise qui développe et qui promeut. On fait de la validation des acquis de l'expérience. On a encore des parcours chez nous. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent sans aucune qualification, qui souvent, pour le coup, on doit avoir 17, on n'a pas le droit de les compter, mais on doit avoir 17 ou 18 nationalités différentes en fait dans l'entreprise, quand on regarde l'origine de nos salariés. Et on a beaucoup de parcours de femmes qui entrent, souvent des mères, parfois beaucoup de mères célibataires ou qui se retrouvent, qui élèvent seuls leurs enfants, qui sont le seul en fait salaire de la famille, qui entrent sans qualification et qui ensuite peuvent gravir, premier échelon, devenir aide-soignante. Et puis on est en train d'ouvrir aujourd'hui, de pousser vers des diplômes d'infirmiers. Et ça fonctionne en France, ça fonctionne en Allemagne, où là, ces métiers ces parcours de promotion professionnelle sont beaucoup plus répandus. Et pour moi, c'est ça le sujet, c'est comment j'arrive à pousser les femmes qui souvent se disent « je ne peux pas » parce que par ailleurs, effectivement, ma deuxième ou ma troisième journée commence quand je rentre chez moi. Comment j'ose, comment je me dis que je vais y arriver, que je suis capable effectivement de me confronter à un jury, de montrer mon savoir-faire, de le faire reconnaître et d'avoir un parcours de carrière. Et pour moi, ça c'est... voilà, nous, on en est là aujourd'hui qui est vraiment de promouvoir, et de manière, là, pour le coup, très, très active, cette qualification et cet accès des femmes non qualifiées à des postes qui leur permettent de se développer. Et après, évidemment, ça vaut aussi pour l'accès à des postes de directeur d'établissement, qui sont évidemment le niveau d'encadrement clé chez nous, et puis dans l'ensemble des métiers de l'entreprise. Ça, pour moi, c'est vraiment notre priorité, et ce pour lequel on peut continuer à jouer un rôle de modèle à l'échelle d'entreprise. Après, à titre personnel, je voudrais dire aussi que je prends vraiment le point que vous avez. Je pense effectivement que l'engagement et le témoignage d'un dirigeant, a fortiori d'un dirigeant femme, est absolument modélisant. J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter.
Parce que je dois dire que quand j'ai eu la chance, et je peux aussi dire ça dans ma vie professionnelle, d'abord dans le secteur public, d'avoir jamais eu à me confronter à la question est-ce que c'est différent d'être une femme ou un homme ? Jamais. Dès le départ, je me suis trouvée dans des univers où cette question n'existait pas et on promouvait et on reconnaissait la compétence quelle qu'elle soit. Et ça n'est qu'en arrivant dans l'entreprise que je me suis rendu compte, dans une entreprise industrielle, que pour le coup, il y avait un sujet homme-femme, que dans un comité exécutif, par exemple, beaucoup de dirigeantes vous le diront, moi je ne le croyais pas, mais je l'ai vécu, une femme dit quelque chose, personne ne l'écoute, son voisin homme redit la même chose, et là tout le monde dit « Ah ouais, tu as vraiment raison, c'est génial, c'est ça qu'il faut faire ». Et ça, pour moi, j'ai mis du temps à le réaliser, à l'admettre, mais effectivement, je l'ai vu et je ne suis pas la seule dirigeante à me confronter à ça. Et donc, c'est à partir petit à petit, finalement, en regardant aussi des femmes d'une génération au-dessus de moi qui ont encore plus été confrontées à ça, que je me suis dit que oui, il y avait à faire de l'affirmative action et que oui, il y avait à passer par des réseaux de femmes pour promouvoir l'équilibre homme-femme dans l'entreprise, qui est juste un peu absurde, et qui avait progressivement à embarquer les hommes de bonne volonté dans ce combat-là. Et il y en a, vous en êtes un exemple magnifique, mais il y en a de plus en plus. Mais que voilà, qu'il fallait qu'on en passe par là. Alors, je ne suis pas inquiète parce que je pense que c'est une question de génération. Je pense que pour mes filles, ce ne sera plus un sujet, c'est déjà plus un sujet, et que je suis sûre. Je suis sûre. Mais alors bon, j'ai peut-être encore des filles jeunes, mais mes filles ne sont pas encore actives. Mais je suis sûre que c'est une question de génération. Oui. Oui, mais voilà, c'est l'éducation qu'on donne. Enfin voilà, faisons-nous confiance les uns les autres. Je pense que voilà, il y a notre génération, il y a les générations qui suivent, et à un moment, le momentum sera tel que cette question se posera plus. Il y aura d'autres questions qui se poseront en termes d'inclusion et de diversité, évidemment. Mais cette question homme-femme, je pense qu'en tout cas dans nos sociétés, en Europe, elle va être dépassée. Est-ce que c'est une question d'une ou de deux générations ? Mais ça le sera. Mais en tout cas, il faut beaucoup de vigilance parce que, effectivement, pour ces questions-là, dès qu'on arrête de parler de ce sujet-là, on voit effectivement une régression se mettre en place. Mais cette nouvelle génération qui arrive est une génération, en tout cas, qui est critique vis-à-vis de la société et vis-à-vis du monde qu'on leur offre aujourd'hui, et la non-possibilité de pouvoir justement être à égalité dans la vie professionnelle, et notamment des jeunes femmes qui représentent, comme vous le disiez, Michel Landel, aujourd'hui 60% des diplômés sur le marché français. Après, il y a une autre question qui est qu'est-ce que c'est que l'égalité ? Est-ce que c'est l'égalité à l'instant T ? Vous avez mentionné à juste titre les cycles de vie. Les enfants, jusqu'à nouvel ordre, et même si ça s'étend, ce qui n'est pas forcément la meilleure nouvelle qui soit, on les fait, c'est un cycle biologique, on les fait, il vaut mieux les avoir fait relativement jeunes, même si ce jeune se prolonge. Et donc, après, on peut toujours se dire que tout doit être pareil, qu'on partage les congés, mais biologiquement, et c'est une femme qui vous parle, une femme qui n'a jamais arrêté de travailler, qui a 4 enfants, qui n'a d'ailleurs pas toujours pris ses congés maternité, alors que j'aurais pu, puisqu'on a heureusement ce droit en France. Mais je veux dire, il y a aussi des réalités qui fait qu'on peut avoir envie de répartir différemment son investissement dans une carrière et son investissement professionnel dans un cycle de vie. Et ça, je pense qu'il faut... la diversité, c'est justement respecter aussi les aspirations et les rythmes de chacun, et ne pas juger uniquement, je dirais, à un instant uniquement de la réalisation de cette égalité. C'est finalement beaucoup plus de laisser finalement à chacun la possibilité de se réaliser et de ne pas se dire qu'une carrière, elle est tranchée dans une boîte à 45 ans, et que si vous n'avez pas passé le cap 40 ou 45 ans d'être devenu dirigeant, c'est fini, parce qu'il y a les générations d'après qui poussent, et que vous êtes... C'est beaucoup plus, en fait, cette capacité à avoir un regard ouvert et à ne pas stéréotyper ni en fonction du genre, mais pas non plus en fonction de l'âge, ni du type de parcours, qu'on arrivera à atteindre les objectifs qu'on se fixe. Donc c'est en ça que je vous dis que je pense que le combat de l'égalité homme-femme dans le monde professionnel est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, va se dépasser pour arriver sur des terrains qui seront sans doute
plus intéressant et plus riche. En tout cas, on l'espère. Et celui de l'âge me paraît tout aussi clé, oui. voire plus clé encore. Alors, juste pour terminer, Hariba, puisque vous êtes la nouvelle génération, en tout cas plus que nous, pour vous, est-ce que c'est un enjeu et pour les jeunes que vous avez, parce que ces développeurs que vous recrutez sont de la jeune génération, les millennials ou les générations Y, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que il y a encore du travail Clairement, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail parce que moi, encore aujourd'hui, lorsque je fais des conférences ou des tables rondes, où je vais dans des rencontres avec d'autres dirigeants, je suis encore confrontée à des remarques comme « Ah ouais, vous avez fait tout ça, mais vous êtes mariés ?» Alors, ok, on peut arriver à poser cette question, c'est pas grave, mais ça se suit avec non, je vous pose cette question parce que mais comment vous faites? Parce que si vous êtes marié et en plus vous avez des enfants, mais comment vous faites? Alors, est-ce que cette question a déjà été posée à un homme qui lui aussi doit certainement être marié, doit certainement avoir des enfants? Mais ils ne se rendent pas compte qu'on est au même niveau. Donc on me dit encore ça aujourd'hui. Donc évidemment, la réponse elle est simple. Je dis mais comment vous faites? Donc évidemment, on a la réponse. Moi, je pense qu'on est encore loin. Quand même, j'aime bien beaucoup votre. Vous êtes optimiste et c'est très bien, je le suis aussi, mais je pense qu'on est encore loin et que je ne vais pas parler de mon entreprise directement parce que je suis encore très petite avec une équipe de 30 personnes, ça va pas être assez représentatif, mais en général, moi je pense qu'il faut vraiment travailler l'éducation. Mais l'éducation, pas l'éducation à la maison que nous, les parents, on peut faire, mais c'est aussi l'éducation scolaire que l'éducation que les enfants ont à l'école. Donc il faut vraiment travailler toutes les mentalités en général, vraiment en général. Juste un chiffre, parce que je trouve ça assez frappant de se dire qu'aujourd'hui, les femmes, statistiquement parlant, ont des meilleurs résultats scolaires que les hommes. On est à environ 32% de meilleurs résultats par rapport à un homme. Mais bizarrement, aussi, on a 49% des femmes jeunes diplômées arrivent à décrocher tout de suite un emploi de cadre. Mais bizarrement, on est au niveau de la parité, l'égalité salaire, on est 24% en dessous, ça veut dire qu'on est 24% moins payé que sur le même poste qu'un homme. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours multiplier par 1,2 quand on fait une proposition donc salariale. Voilà. Ça, c'est très bien. Donc, c'est ce que j'allais dire, que toutes les femmes ici, et ce qu'il faut qu'on travaille, je pense, c'est vraiment l'audace. C'est de se dire qu'il ne faut pas hésiter, qu'il faut oser et qu'il faut parler de salaire, qu'il faut parler d'égalité et qu'il ne faut surtout pas hésiter. Donc, nous, les femmes, on a un travail à faire, c'est au niveau de la confiance, c'est au niveau de l'audace, en général, sur tous les niveaux. Et après, de l'autre côté, vraiment travailler l'éducation sur tous les plans pour changer les mentalités, la culture avec les hommes. Voilà. Merci beaucoup, Hariba. Alors, pour conclure, Marie-Christine, à travers cette étude que vous menez au sein de l'Observatoire et aussi par rapport à ta précédente réflexion sur mixité quand les hommes s'engagent, qu'est-ce que tu retiens finalement de tout ce travail, de cet échange que tu as eu avec une multitude de parties prenantes qui se sont intéressées à ça? Alors, ce que je retiens, c'est souvent, je pense, dans tout le travail que nous faisons ensemble, je pense à ce qu'a dit Christine Lagarde au sommet de Davos cette année, quand on lui a posé la question « Mais pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi on n'y arrive pas ?» Et elle a répondu de la manière suivante, elle dit « Dans une période où il y a une sorte de vénération du business, on va continuer d'avoir énormément de difficultés à faire en sorte que la mixité devienne une urgence. » Donc je pense souvent à cette idée parce que ça reflète la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui. Donc moi, ce que ça m'inspire, tout ce qu'on a fait, tout ce que j'entends, c'est que je pense que l'urgence, elle est dans la subtilité de la mise en œuvre de tout ce que l'on met en œuvre. Donc, je pense que la mixité ne souffre pas le survol ou
les généralités. Donc je pense qu'il faut être très précis dans tout ce que l'on met en œuvre, bien étudier les retombées, être très précis dans le langage que l'on utilise. Je reviens aussi à la question de la main de fer dans un gant de velours. Donc là aussi, la subtilité dans l'esprit que l'on montre par rapport aux intentions que l'on cache parfois. Et puis, je pense aussi, ce que cela m'inspire, c'est qu'il faut continuer le partage des bonnes pratiques, il faut continuer de laisser émerger d'assemblées comme celle-ci toutes les bonnes idées, en faire les packager, les rendre plus faciles d'accès, parce qu'on a tendance parfois à se perdre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, qui nous perdons dans toutes les possibilités qui existent pour faire avancer la question. Donc, packager, travailler son langage et être toujours dans la subtilité. Merci beaucoup Marie-Christine, je pense qu'on peut vous applaudir chaleureusement. On a le temps pour les questions. Non, c'est pas moi ça. Voilà, moi j'ai un micro. Je vous propose de prendre 2-3 questions sales si vous avez... Voilà, alors si on peut avoir un micro pour pouvoir faire les enregistrements. C'est bon ? Bonjour, Véronique Incendie, je travaille chez Orange. Vous n'avez pas évoqué beaucoup ce matin, notamment Marie-Christine, dans vos travaux, et notamment vous avez Viviane de Beaufort dedans, donc c'est un vrai sujet, l'accès des femmes dans les boards, enfin dans les conseils d'administration, et malgré tout la prise en tenaille entre le conseil d'administration qui pourrait donner une vision stratégique de ça, et en effet ensuite les instances dirigeantes des entreprises. Et ça n'a pas été évoqué, or j'ai l'impression que le plafond de verre, que en tous les cas, moi, j'ai pris dans la figure, et vraiment aussi dans l'entrée dans les boards. Oui, vous avez raison. Alors, c'est une mesure qui a été listée dans les 32, 34 mesures à partir desquelles on est parti. Ce que l'on a... Alors, c'est une question importante. Le board donne une idée, un esprit à l'entreprise, et donc ce qui s'y passe, la manière dont il est composé a évidemment un impact sur tout ce qui est fait. Maintenant, si on a voulu donner une priorité à tout cela, et ce dont on s'aperçoit, c'est que ce qui se passe dans les boards, finalement, n'a aucune porosité avec ce qui se passe dans les COMEX. On bouge quasiment pas sur les COMEX. Donc on a préféré, finalement, dans l'idée de définir des priorités, s'intéresser plutôt à l'entreprise hors board, puisque finalement, on s'en tire pas trop mal dans les boards aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec vous que ça reste vraiment une question importante, et que la question de la sélection des femmes pour entrer dans les conseils d'administration, quelles femmes, est-ce que tous les niveaux de femmes y entrent, et est-ce que les femmes s'autorisent à y entrer, je pense que c'est une vraie question, effectivement. Oui. Sophie. Je vais apporter un témoignage, puisque moi j'ai occupé différents postes d'administratrice. Je pense qu'il y a une question de génération, là encore. Les administrateurs, par construction, sont des mandats qui sont de plus en plus consommateurs de temps, qui requièrent un parcours diversifié, et le vivier dans lequel on puise est un vivier qui, par génération, est forcément plus masculin. Donc grâce aux quotas, on a renversé ça, mais on voit bien aujourd'hui que en fait, les femmes présentant l'expérience ou l'expertise requise sont extrêmement sollicitées. Et là, on va tomber sur un autre sujet qui explique la question des COMEX aujourd'hui. C'est finalement aujourd'hui, dans les générations de femmes qui peuvent accéder à des postes de manager général, des postes... Là aussi, il y a ce phénomène de génération qui fait que le vivier est en train de se constituer, et je reviens sur ma question de temps. Donc je pense que grâce aux quotas, on a poussé les choses sur les conseils d'administration, mais il a vraiment fallu pousser sur les quotas, et aujourd'hui le vivier accessible est relativement est quand même fini. Et quand vous avez des fonctions exécutives, vous pouvez pas prendre beaucoup de postes enfin vous pouvez prendre un mandat éventuellement. Enfin, moi dans mon cas c'est très clair, c'est un mandat et pas plus. Et c'est déjà beaucoup, déjà énorme. Et je pense que beaucoup d'autres femmes de ma génération, dirigeantes, se trouvent confrontées exactement au même choix. Oui. Donc c'est pas forcément une histoire de plafond de verre, c'est aussi une question
qu'est-ce qui est faisable, pas faisable. Mais bon, chacun son expérience. Voilà, j'ai décidé d'être l'optimiste de la séance. Merci beaucoup. Une autre question, Laetitia? On va y venir. Oui, bonjour. Ma question s'adresse plutôt à Madame Stéphanie Sédou. Déjà, peut-être que j'ai loupé un coche, mais il me semble qu'il n'y a plus un ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Donc là, c'était pour savoir un peu comment la réorganisation se faisait, puisque c'est un secrétariat d'État, il me semble, rattaché au Premier ministre. Première question. Ensuite, vous parliez effectivement de leviers, de quotas, de lois, enfin de politiques incitatives, sur lesquelles je crois beaucoup. Sauf qu'il y a eu un certain nombre de lois concernant la parité homme-femme et l'égalité déjà depuis une dizaine d'années, qui sont assez conséquentes avec des décrets d'application. En réalité, toutes ces lois, elles sont en place, mais elles ne sont pas appliquées réellement. Elles ne sont pas appliquées réellement et en fait, finalement, on paye plutôt des amendes qu'on applique les lois. Donc on se retrouve dans une situation, moi qui suis dans un secteur qui est celui de la culture, qui est carrément dramatique. On est, par exemple, je prends la question des réalisatrices de cinéma, on est payé 42% moins que les hommes. C'est le pire que tous les autres secteurs. Ça, c'est un exemple, mais en réalité, on n'a même pas accès aux postes à responsabilité. On est tout de suite plafonné, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'évolution de carrière. Donc ça, c'est une réalité dans notre secteur, mais je crois dans tous les autres secteurs. Donc à un moment donné, vous parliez de la question des quotas. À quand les quotas ? Puisqu'il semble qu'effectivement, si on ne met pas de quotas et qu'on impose une véritable politique de quotas, les choses, même avec un arsenal juridique, ne se mettent pas en place. Donc, à un moment donné, nous, après 15 ans de lutte, de combat, on en arrive toujours à la même position. Et en plus, nous, on est représentés au Haut Conseil à l'égalité. Et ça n'avance pas plus. Enfin, il y a un constat qui est vraiment alarmant. Et je rejoins la question de l'éducation. Les ABC d'égalité n'ont pas été appliqués il y a quelques années. Ça a été vraiment un drame. Donc, on ne peut même pas parler d'égalité filles-garçons dans les écoles aujourd'hui. Donc, je voulais savoir en quoi consiste la politique d'intégration et de transversalité qu'il y aurait au niveau de l'État. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Vaste question. Je vais essayer d'y répondre rapidement. Alors, premièrement, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, placé auprès du Premier ministre, vous l'avez dit vous-même, c'est un positionnement inédit au plus haut niveau et ça permettra précisément à la secrétaire d'État, d'abord elle est entièrement dédiée au sujet de l'égalité entre femmes et hommes, elle ne partage pas son portefeuille avec d'autres priorités et elle est placée directement auprès du Premier ministre et pourra faire jouer au plus haut niveau la transversalité au service de la grande cause nationale que le président de la République a annoncée en faveur de l'égalité. Donc, enfin, je pense qu'on a là une innovation dont on peut espérer qu'elle sera assez porteuse. Sur les quotas, c'est pas incitatif, hein, les quotas c'est obligatoire. Et effectivement, on a commencé lentement, on l'a fait en politique. On voit bien que ça marche dans certains cas. Quand les moyens qui ont été mis, c'est pas la pénalité, mais c'est la nécessité en obligation de moyens de présenter des binômes paritaires ou sur les listes. Et là, ça fonctionne. Effectivement, allons peut-être plus loin dans la réflexion pour voir si, au final, on ne peut pas convaincre, enfin plutôt, si on ne peut pas convaincre les partis de ne pas payer l'amende, peut-être y a-t-il un autre mécanisme à trouver. Je suis d'accord avec vous. Ça n'empêche, je vais revenir sur la culture, mais que ça, c'est l'obligation, c'est la loi, et vraiment, ça fonctionne. Donc, on sait que c'est le levier. Mais le seul levier, il n'y a pas que celui-là. Hein. Il y a bien sûr toutes les lois en faveur de l'égalité professionnelle que les entreprises connaissent, toutes les obligations de négocier, de déposer des accords, etc. On sait aussi que c'est lent, que ce n'est pas nécessairement toujours parfaitement appliqué. C'est une démarche de long terme. Mais c'est là où on fait jouer le levier incitatif pour trouver tous les moyens, vous disiez le business case, mais de s'assurer que là où il y a volonté, là où on a vu l'intérêt, là où on sait que ça va pouvoir justement porter des innovations de process interne pour l'entreprise, tout ça est bien valorisé. Il y a la loi, mais il ne faut évidemment pas s'empêcher de recourir et de valoriser ces bonnes pratiques, ces bons exemples et ces démarches volontaires. C'était juste pour resituer incitatif versus la loi qui est indispensable, la prescription. Pardon, on sait, est tout à fait nécessaire. Dans le domaine de la culture, on le connaît, le constat de ce domaine ultra sinistré. Et je ne vais pas vous dire que pour autant, les choses vont se déclencher du jour au lendemain. Cependant, des choses avancent. Ça n'a pas été pour cette fois-ci. Il a été question, des amendements parlementaires avaient été déposés pour instaurer effectivement des quotas de création d'œuvres portées par des femmes, etc. Bon, ça n'est pas passé. Et en attendant, explorons toutes les possibilités. Ce qui est un vrai levier qui va fonctionner,
c'est l'obligation qui a été faite maintenant à toutes les administrations, en tout cas les ministères, de s'engager d'ici la fin de cette année 2017 dans une démarche label égalité. C'est contraignant. Et le ministère de la Culture a choisi d'essayer de diffuser cela à tous ces établissements publics, ce qui va leur imposer d'abord d'être eux-mêmes exemplaires dans leur structure RH, du dirigeant jusqu'à la bonne prise en compte des carrières et des cycles différenciés entre femmes et hommes. Bon, ils vont devoir s'y mettre, mais aussi évidemment un lien qui sera fait avec la politique qu'ils appliqueront. Donc c'est en train de se mettre en place. Je ne sais pas si ça va du jour au lendemain donner les meilleurs résultats, ou les résultats les plus spectaculaires qu'on pourrait espérer, mais ça se met en place. Et pour revenir enfin à l'éducation nationale, alors c'est tout à fait dans l'esprit de ce que vous disiez. Effectivement, il faut parfois avancer un peu masqué. Il y a eu, je crois que personne n'avait anticipé cette espèce de backlash qu'il y a eu au moment où ce qui avait été proposé par le ministère de l'Éducation nationale, c'était tout simplement, on a tous parlé d'éducation, c'était simplement de former les personnels, y compris les personnels pédagogiques, au fait de se dire une bonne fois pour toutes, une petite fille, un petit garçon, en fait, c'est pas pareil dans votre pratique. Vous pouvez vous-même vous imaginer que vous vous adressez à eux de manière neutre et indifférenciée. Vous êtes un professionnel conscient qui agit de manière professionnelle. En réalité, comme nous tous, eh bien, vous reproduisez des stéréotypes. C'est pas grave, simplement, il faut en être conscient. Et voilà comment on peut faire pour justement contrebalancer. C'est tout ce que voulait dire cette ABCD de l'égalité. Ça a été mal compris, ça a été instrumentalisé. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait quand même, mais sans passer par toute cette publicité. Donc, aujourd'hui, l'Éducation nationale, qui s'est engagée dans toute une convention, on en est à la 6e, je crois, ça date depuis 2000, forme ses personnels à ces sujets-là, mais elle le fait comme elle le fait pour tous les sujets de formation continue. Ça n'a plus été annoncé, mais ça a été fait quand même. Enfin, après, encore une fois, quel résultat, comment on en verrait l'impact, voilà, c'est un autre sujet. Il y a encore un peu de travail. Alors, une dernière question, monsieur. Oui, c'est l'heure de déjeuner, mais j'ai voulu vous demander vos perspectives sur quelque chose qui me tracasse. Bon, je suis prof à l'INSEAD. On est en train de parler de la mixité avec un groupe de collègues l'autre jour. On est tous convaincus sur l'importance. Quand il s'agit de l'innovation, créativité, brainstorming, etc., quand il s'agit de la mise en œuvre, l'action, la mixité, on était d'accord, beaucoup d'évidence, c'est un handicap. Monsieur Landel, vous avez dit au début, dans le débat hommes et femmes, etc., on est tous d'accord sur les principes, etc., mais le problème aujourd'hui, c'est l'exécution, c'est l'action. Ce que vous avez dit, Madame Mayas, là, c'est la chose en tête, c'est l'attitude du dirigeant, qui est très souvent un homme, là. Bon. Divergence de point de vue, etc. Innovation, créativité, d'accord. Mais la réalité, je me demande si ce n'est pas ça auquel Christine Lagarde faisait référence. Le monde du business, elle faisait référence à cela, c'est un monde, le monde d'affaires, le monde d'exécution, là. Est-ce que mixité, ce n'est pas un avantage quand il s'agit d'aller comme ça, innovation, créativité, mais ce qui me tracasse, quand il s'agit de l'action, de l'exécution, etc., la mixité n'est pas nécessairement un avantage. C'est pour cela que ça va peut-être prendre tellement de temps. Je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas votre question. Je ne sais pas s'il y a une question. C'est un constat. Ça voudrait dire qu'il y aurait des équipes toutes féminines ou toutes masculines, ça serait plus efficace que des équipes mixtes. Non, mais Quand il s'agit d'avoir l'innovation des idées, etc., quand il s'agit de prendre des décisions de l'action... Non, mais c'est pour ça que moi je pense... Enfin, non, mais d'être tout féminin, tout masculin, ou il faut être pour être de bonnes décisions mixtes ou non, mais... masculin pour bien la... Masculin ou féminin, je vois très bien ce qu'il veut dire. Oui. Je pense que ce à quoi vous faites allusion, c'est au fait que, effectivement, faire comme on a toujours fait, c'est quelque part
très économique. On économise des coûts de communication, des coûts d'acculturation. Il y a une raison pour laquelle les systèmes se clonent, comme vous disiez, j'ai beaucoup aimé votre terme, c'est que c'est beaucoup plus... ça a une forme d'efficience d'une certaine façon. Et il y a, à l'inverse, on peut considérer qu'il peut y avoir une forme de moindre efficience si on change tout ça et qu'effectivement on ouvre. Mais il suffit de l'identifier et de l'expliquer, de faire valoir les avantages. Moi, la remarque de Christine Lagarde, je ne la comprends pas comme ça. Je la comprends, on est dans un modèle économique où le court terme est plus important que le long terme. Et donc, le changement culturel, c'est un investissement dans la durée qui... Voilà, et donc ça, il faut le prendre en compte. Et c'est incompatible avec l'économie qui est le prochain quarter et l'augmentation de votre cours de bourse et tout. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Alors peut-être que je le comprends mal, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. Alors, mais je pense que ce que je disais tout à l'heure, de l'engagement de tout le monde, ça ne se fait que, et vous parliez d'équilibre, si on trouve ce véritable équilibre. La mise en œuvre, on arrivera si on a l'équilibre, que tout le monde est d'accord, que les femmes, les hommes, tout le monde se masse d'accord pour y arriver. Et voilà. Moi, je suis confiant aussi. Je pense que l'éducation est capitale. Je pense qu'il y a vraiment une question d'éducation dans certains milieux, je m'excuse, d'accord ? Parce que dans d'autres milieux, c'est vrai, je suis sûr qu'il y a des tas de milieux où ce n'est pas le sujet, mais dans d'autres, c'est profondément un sujet. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, la persévérance et les actions sont dans les moyens sur ces sujets de diversité, c'est essentiel. Nous continuerons chez Jump à travailler sur ces sujets-là. Le sujet de culture, c'est un sujet éminemment long, puisque le temps humain n'est pas ni le temps des machines, ni le temps de l'industrie. Et donc, pour travailler sur ces sujets-là, il nous faut de la persévérance, de la consistance, et surtout, comme le disait Michel Landel, ne pas avoir peur de combattre et de résister à chaque instant. Je vous souhaite un très bon appétit et on se retrouve à 14h. Merci beaucoup.